Le ministre des Finances, Éric Girard, nous a dit que c'était un budget qui a demandé exigence et responsabilité, hein. Un budget qui a été, disons, accueilli, puis le fait saillant, si on veut, c'était le déficit de 11 milliards. Donc, c'est un gros chiffre, mais quand on le décortique bien, ben déjà, il y a une bonne nouvelle, là. On a remis à la fin de la décennie le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a un déficit, mais l'autre aspect, c'est que, ben, en fait, dans ce déficit-là, il y a un versement au Fonds des générations et il y a aussi une réserve pour les imprévus, quand même de 1,5 milliard. Donc, c'est possible qu'on ait des investissements au cours de l'année là, qui soient annoncés là-dedans. On a dit que peut-être le gouvernement allait être critiqué parce que c'est un budget justement où il y a un gros déficit, donc c'est un budget dépensier. Donc moi, j'ai voulu savoir, en effet, est-ce que c'est un budget dépensier? Puis le titre du budget, c'est Priorité santé et éducation. Donc, est-ce qu'en effet, on a mis toutes nos billes, en fait, en éducation et en santé, là, est-ce qu'ils ont ramassé le plus gros du pactole? Ce qu'on voit, c'est que si on considère que les investissements nécessaires pour maintenir les réseaux de l'éducation et de la santé, donc les coûts de système, on peut dire qu'on maintient à peu près. Là, tu sais, en éducation, la hausse est de 7,6 donc, et il nous fallait au moins 7 pour suivre la croissance des coûts. En santé, on a une croissance de 4,2 quand même, donc on investit en santé, mais Anne Plourde nous rappelait qu'en 2017, le gouvernement québécois demandait, le transfert en santé au gouvernement fédéral et disait que pour, maintenir, les coûts de système et les besoins de la population, ben, il nous faudrait une augmentation de 5,2. Donc, on maintient, mais on est peut-être en dessous de ce qu'on aurait besoin. Ce qui explique le déficit aussi beaucoup, c'est le contexte économique. Donc, il y a évidemment la croissance économique qui est plus faible, l'inflation qui fait qu'il y a un intérêt sur la dette qui est plus élevé, puis, tu sais, les faibles revenus, mettons Hydro-Québec qui a fait moins de revenus, mais il y a une autre partie aussi qu'on met moins de l'avant, c'est qu'il y a beaucoup du déficit qui est lié au choix du gouvernement. C'est-à-dire qu'on a offert des baisses d'impôts, on a offert des chèques ponctuels là, qui sont arrivés, les 400, tout ça dans nos boîtes aux lettres. Il y a aussi une uniformisation de la taxe scolaire, puis on a fait des congés fiscaux pour des grands investissements. Donc, c'est quoi la conséquence de ça? C'est qu'on s'est privé d'un revenu qui équivaut à peu près à 2,7 milliards annuellement. Donc, premièrement, on s'est privé d'un revenu, ce qui fait un déficit, mais c'est aussi qu'on s'est détourné de notre principal outil de répartition de la richesse, puis pour lutter contre les inégalités sociales qui sont les impôts. Là, évidemment, je vous réfère au document de référence de la coalition Main Rouge là, pour une réforme fiscale, 10 milliards de solutions pour une société plus juste. Euh, donc, si on n'utilise pas plus de revenus pour aller éponger un déficit, quelle autre solution on a? Ben, c'est comme dans nos budgets à nous tous, réduire les dépenses. Et c'est justement ça que l'État a annoncé juste avant la sortie du budget. Donc, on a dit qu'on voulait optimiser l'action de l'État, ce qui revient à peu près au même que la réingénierie de l'État. Donc, on veut couper 10 aux établissements et aux sociétés d'État. Donc, on amincit l'État et contrairement à la logique, en fait, puisqu'on amincit l'État, puis l'État est de moins en moins capable de répondre aux crises, eh bien, on va déléguer au réseau public. Donc, on va déléguer, en fait, au réseau privé. Donc, il y a une tendance à la privatisation. Autant en santé, là, on voit la marchandisation des soins qui va être accélérée par le projet de loi 15 qui a été adopté. Et en éducation, c'est la même chose avec le système d'éducation à 3 vitesses. Donc, on voit qu'on est bien loin là, du droit à la santé et du droit à l'éducation. Bref, on a tous les ingrédients pour préparer la belle recette de l'austérité. Donc, on dit qu'on est rendu vraiment au début d'une ère pré-austérité, c'est-à-dire qu'on a un gros budget hein, où on a mis un petit peu de levure pour le faire grossir. On maintient à peu près au minimum où on abandonne certains aspects des services publics. Et donc, il y a le cycle de l'austérité qui recommence avec la réduction du taille de l'État, les coupes qu'il va y avoir. Et ça réduit, en fait, notre capacité collective de prendre en charge les différentes crises sociales. Donc, je vais laisser la
savez, mais il n'y a pas beaucoup d'annonces qui ont été faites en logement et en itinérance dans ce budget-là. Juste pour mettre en contexte un peu, c'est vrai qu'on parle de crise du logement, entre autres. Puis, on dirait que la seule personne qui n'a pas remarqué que c'était la crise, c'est le gouvernement du Québec. Juste pour vous donner un petit contexte, là, les groupes membres du RECLAC, ils ont enregistré une augmentation de 143 des évictions forcées cette année. Ça, c'est les comités logements. Puis ça, c'est sans compter toutes les évictions qui n'ont pas été signalées au comité logement. On sait que dans le dernier dénombrement des personnes en situation d'itinérance, euh, le quart des personnes qui ont été interrogées cette soirée-là ont dit qu'elles étaient en situation d'itinérance à cause d'une éviction. Bref, j'ai plein d'autres chiffres, mais pour raccourcir, c'est la crise. Dans le budget qui est sorti la semaine passée, il y a eu plusieurs pages sur le logement, puis sur comment la CAQ investit beaucoup en logement, mais c'était des annonces qui avaient déjà été faites avant. Donc moi, je vais plus vous parler des nouvelles annonces qui ont été faites dans le budget. Il y a trois petites choses qui sont à noter. Euh, il y a de l'argent pour l'allocation logement. Ça, l'allocation logement, c'est un chèque pour les ménages à faible revenu qui compte au moins un enfant à charge puis ou une personne âgée de 50 ans et plus. C'est un chèque d'environ 100 à 170 par mois qui avait été bonifié en 2022 puis que le gouvernement, dans le fond, il continue la bonification de ce montant-là. Donc, c'est un chèque pour aider les locataires à payer leur loyer. Euh, donc, c'est pas une mesure structurante, puis au final, c'est quand même de l'argent qui va directement dans la poche des propriétaires parce que ça sert à payer le loyer aux propriétaires. Ensuite, il y a eu une bonne nouvelle quand même. Il y a de l'argent pour la rénovation puis l'exploitation des HLM qui existent déjà. Donc, il y a 153 millions pour la rénovation cette année, puis 66,1 millions pour l'exploitation des HLM. C'est aussi des annonces qui avaient déjà été faites parce que c'est de l'argent qui a été prévu dans le cadre de l'entente Canada-Québec. Euh, mais la Fédération des locataires de HLM du Québec dit quand même que c'est une très, très bonne nouvelle. Il faut se réjouir de cette nouvelle-là, entre autres parce qu'il y a 40 des HLM au Québec qui sont classés en mauvais ou en très mauvais état. Donc, il est quand même temps que le gouvernement annonce ces fonds-là qui vont être investis cette année. C'est ça. Et puis la dernière chose pour le logement, c'est par rapport à qu'est-ce qu'on appelle à Montréal l'opération 1er juillet. Donc, c'est de l'aide d'urgence pour les ménages qui se retrouvent sans logis autour du 1er juillet. Euh, ben, à Montréal, c'est à l'année longue, mais dans d'autres municipalités, c'est différent selon les municipalités. Il y a 7,8 millions de dollars cette année qui vont être investis là-dedans pour tout le Québec. Donc, c'est bien, mais encore une fois, c'est pas une mesure structurante qui adresse les causes de la crise du logement. C'est plus des mesures plasteurs. Euh, donc ça, c'était les trois mesures par rapport au logement. Il n'y a rien pour le soutien communautaire en logement social, alors que les différents regroupements avaient demandé 50 millions pour l'ensemble du Québec. Il n'y a rien pour les logements sociaux qui étaient déjà prévus dans Axiologie, qui avaient été budgétés avant la CAQ. Il y a encore des logements qui n'ont pas de financement, que le projet il est prêt, mais il n'y a pas de financement associé. À Montréal, il y en a 800 des unités qui pourraient être livrées puis qui n'ont juste pas de financement, qui vont probablement être abandonnées ou forcées de changer de programme. Euh, Dans le budget, le gouvernement reparle qu'il a investi pour 8 000 logements sociaux. Et ça a été annoncé dans la mise à jour économique à l'automne, mais on sait qu'il y a déjà plus que la moitié de ces logements-là qui sont déjà attribués à des projets. Donc, il reste moins que 4 000 logements sociaux d'annoncer. Euh, donc, il n'y a rien pour le développement de nouvelles unités, ce qui est vraiment inquiétant pour la prévisibilité, parce que quand on veut développer des logements sociaux, il faut quand même avoir un plan un peu à long terme là, pour prévoir. Ça ne se fait pas demain matin, des projets de logements sociaux. Donc, cette année, il n'y a aucun financement. Puis, il n'y a rien sur le plan sur l'habitation que la ministre, durant ça, avait promis, en fait, en juin dernier. Puis là, elle a reporté l'annonce, elle a dit ça va être à l'automne. Finalement, c'était pas à l'automne. Puis là, apparemment, ça serait ce printemps. Mais qu'est-ce qu'on va voir dans ce plan sur l'habitation-là, vu qu'il n'y a pas de financement associé? Ça reste mystérieux. Euh, donc, pour itinérance, ça va être très rapide aussi. Euh, on se rappelle, en itinérance, en novembre, le gouvernement avait fait sa priorité dans la mise à jour budgétaire
Ils ont dit, c'est la crise. Une des 3 priorités, ça va être de financer des mesures en itinérance. Il y avait même une motion qui était passée à l'Assemblée nationale comme quoi il y avait une crise en itinérance. Puis là, on se demande un peu qu'est-ce qui a changé selon le gouvernement depuis ce moment-là. Parce qu'est-ce qu'ils considèrent que la crise est passée? Parce qu'il y a pas de nouveaux investissements en itinérance. En fait, il y a juste un montant de 3,6 millions ponctuel pour un organisme, Résilience Montréal, qui travaille avec les populations autochtones en situation d'itinérance. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour l'itinérance pour l'ensemble du Québec, de nouveau annoncé, dans ce budget-là. Voilà. Merci. En termes de lutte à la pauvreté, c'est un budget qui reflète vraiment l'indifférence de la CAQ face à la détérioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. Le gouvernement a aucunement l'intention là, de s'attaquer aux crises qui frappent particulièrement les personnes appauvries ou vulnérabilisées. Crise du coût de la vie, du logement, de l'insécurité alimentaire, des changements climatiques, des services publics, alouettes. Donc, la recette déficit, optimisation, coupure budgétaire, dégradation du filet social que nous expliquait Roxane en début, là, ben, ça engendre la détérioration des conditions de vie. Puis en gros, quand on regarde dans ce budget-là comment la CAQ veut lutter contre la pauvreté, en fait, elle s'en sac, la pauvreté, tout simplement. Donc, au niveau du plan de lutte contre la pauvreté, il y a une annonce, une enveloppe de 784 millions pour les 5 prochaines années pour réduire la pauvreté et favoriser l'inclusion sociale. Ça, c'est l'argent qui est directement lié au 4e plan d'action gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui n'est pas encore sorti. Il sera sorti ce printemps. Donc, on n'a pas de détails. On a seulement les grandes lignes et, de toute évidence, pas de gains majeurs. Les principales mesures liées au plan de lutte à la pauvreté, bon, il y a l'allocation logement dont parlait ma camarade précédemment. Il y a 285 millions pour bonifier le budget pour le transport des personnes à mobilité réduite, que je vais aborder un peu plus tard. Et il y a 136 millions pour financer des actions de la communauté. Et je présume que Marie-André va nous en parler un peu plus, de façon plus profonde tantôt. Et sinon, les 2 autres choses dans ce plan de lutte, c'est le 82 millions pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle. Ça inclut 10 millions pour créer un supplément de revenus de travail pour les personnes assistées sociales. Ça va être mis en place en 2024. En ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, une personne assistée sociale a droit de gagner en gain de travail 200 dollars si c'est une personne seule ou 300 dollars si c'est un couple. Donc, avec le supplément, les personnes pourront conserver 10 de leur gain de travail qui excède ce qui est permis actuellement. Donc, le 200 ou le 300 dont je viens de vous parler. Fait que si on regarde ça en exemple, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne seule qui aurait un gain de revenu de travail de 500 par mois, alors qu'elle a droit à 200, pourra garder 30 pièces de plus. C'est un party. Sinon, la dernière mesure qui est inclue dans le plan de lutte contre la pauvreté, c'est 80 millions pour le soutien à l'aide alimentaire, c'est-à-dire là, le réseau des banques alimentaires, club des petits déjeuners, etc. Donc, ça pourrait paraître des gros montants, mais c'est définitivement des peanuts là, qui sont écaillés ou étalés sur les 5 prochaines années. En termes de lutte à la pauvreté, il y a aussi, qui n'est pas lié au plan de lutte, il y a la question d'invalidité du régime des rentes du Québec, mais je vais laisser le soin à Roxane de l'aborder plus tard. Je vais aussi dire 2 mots sur la crise climatique, sachant que les changements climatiques affectent particulièrement et très durement les personnes en situation de pauvreté ou qui vivent des inégalités. Encore une fois, quand on regarde ce budget-là, on voit que la CAQ, c'est l'inaction totale, donc c'est très parlant. Il n'y a pas de mesure dans le budget pour s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre, et ça, c'est crucial dans la lutte au changement climatique. Il y a quelques mesures pour l'adaptation. Il faut que la population s'adapte au fait que c'est l'hécatombe climatique. Donc, on parle là, d'argent pour faire face aux sinistres, les feux de forêt, les inondations, les tornades, ce genre de choses. L'argent un peu pour les parcs, gestion de la faune. Pour la CAQ, la crise climatique, c'est définitivement une occasion d'affaires. On le voit avec des investissements dans des projets comme la filière batterie, l'exploitation minière, la privatisation de l'électricité, voire la dénationalisation d'Hydro-Québec. Ça m'amène sur mon 2e sujet, qui est le transport en commun.
C'est un budget qui démontre aussi le désintérêt là, de la CAQ pour le transport en commun, mais sa grande passion pour le char. Il y a des investissements dans les infrastructures de transport collectif qui vont augmenter de même pas 1%, mais ça va augmenter de 10% pour le réseau routier sur les 10 prochaines années, donc jusqu'en 2034. Donc, le gouvernement creuse définitivement le déséquilibre qu'il y a dans ses investissements en transport là, par rapport au réseau routier en investissant 2 fois plus dans le réseau routier. Il n'y a pas de nouveaux investissements pour combler les déficits des sociétés de transport qui a été creusé là, par la pandémie. Au niveau du Grand Montréal, l'Autorité régionale de transport métropolitain parle d'un déficit d'1 demi-milliard. Et le gouvernement du Québec n'a pas trouvé juste d'investir pour combler le déficit structurant. Il n'y a rien pour favoriser l'accès financier non plus. Par exemple, limiter les hausses de tarifs ou financer la mobilité des personnes à faible revenu ou d'autres mesures de ce genre. Donc, la cherté va continuer d'être un frein à la mobilité des personnes à faible revenu. La dernière chose à souligner, ce serait la bonification de 285 millions sur 5 ans pour soutenir le transport adapté. Donc, on sait que les besoins sont très grands, mais ce n'est pas vraiment clair si cette somme-là va servir à seulement maintenir le service ou à le bonifier. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux vous dire sur la lutte à la pauvreté, le transport et les changements climatiques. Merci. Insister sur la nécessité de couper les dépenses gouvernementales n'est jamais une bonne annonce pour les femmes. Donc, on entend coupe, baisse d'impôts, plus de privés dans le système public, l'austérité qui s'en vient, vraiment, pour nous, là, ça n'a aucun sens. À qui ça va profiter ça? Certainement pas nous autres. Nous, qu'est-ce qu'on veut? C'est un filet social qui est fort, qui est pour tout le monde, qui est juste, puis qui est réparé et bien investi par le gouvernement. Ce n'est pas ça qu'on voit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les impacts qu'on va vivre, là, nous, dans la population, par rapport à tous ces coupes. Les femmes subissent ces mêmes impacts, mais souvent de façon disproportionnée. Et pour nous, c'est méprisant. Alors, mes camarades de super belles personnes aujourd'hui parlent de toutes sortes de choses que moi, j'aurais pu nommer parce que tout ça affecte les femmes. C'est sûr, on fait partie d'à peu près la moitié de la population. Mais oui, les femmes sont nombreuses à vivre dans la pauvreté, à chercher à fuir la violence, à courir après les services comme le transport, comme courir après un médecin de famille, comme espérer d'avoir du logement social. Alors, quand on coupe et on n'investit pas dans le service, dans le social, bien, ça a un impact sur les femmes, surtout les plus marginalisées ou celles en situation de handicap. Donc, il n'y a rien dans ce budget pour les femmes, pour les personnes marginalisées. Il n'y a rien dans ce budget qui répare notre système de santé publique que, pourtant, on sait, a vraiment besoin d'amour. Et bien, on sait aussi comment que les femmes, par exemple, utilisent beaucoup le système de santé tout au long de leur vie, à toute étape de leur vie, avec leurs proches pour elles-mêmes. Alors, c'est très inquiétant. Désinvestir dans la santé a un impact immédiat dans la vie des femmes. On sait aussi que les femmes sont majoritaires comme employées dans les services, dans les systèmes publics, comme santé, comme éducation ou comme celles qui travaillent dans le programme Chaque emploi-service. On parle du domaine du care, du prendre soin, du social, comme on dit. C'est les domaines qui sont aussi moins bien valorisés sur le plan économique. Et justement, on a pu entendre les élus, comme le premier ministre, dire que c'est la faute des grévistes du secteur public si on a trop de dépenses là, pour l'État. Hein. C'est elle qui coûte cher. Alors, ça fait friser les oreilles parce qu'on parle de qui au juste. C'est méprisant. Les travailleuses dans le domaine du care sont toujours laissées pour compte. Comme notre milieu, par exemple. 80% peut-être des travailleuses dans le milieu communautaire, ce sont des femmes. Et on sait, on est là pour tenir à bout de bras une filet sociale, mais ce n'est pas notre rôle à vouloir faire la transformation sociale, mais avoir la pression de combler les besoins qui sont présents dans la population parce que le gouvernement n'investit pas dans le filet social. Quand l'État se désengage, pour les femmes, c'est plus de charges. Alors aujourd'hui, oui, on parle de budget, donc on va certainement parler de chiffres et c'est bien normal, mais pour nous, on ne peut pas s'empêcher de regarder qu'est-ce qu'il y a autour. Toutes les politiques qui accompagnent le budget et les discours tenus par les élus. Alors, même si les choix budgétaires sont, oui, néolibérales, oui, conservateurs, ben, les politiques sont aussi conservateurs, réactionnaires et méprisants. Alors, parlons du mépris.
On n'a même pas terminé 3 mois dans l'année 2024 et déjà il y a eu 4 femmes qui ont été tuées aux mains de leur partenaire ou ex-partenaire. Qu'est-ce qui se fait concrètement? On entend que c'est une priorité pour le gouvernement de la CAQ, mais c'est facile à dire. Qu'est-ce qui se fait vraiment? Alors, vous avez certainement entendu parler parce que ça spinne pas mal, là. Il y a eu des promesses, des annonces comme quoi qu'il était pour avoir des ressources d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences avec leurs enfants qui fuient avec menace de mort assez réelle. Et là, on apprend que les projets sont arrêtés. Alors ça, c'est des maisons là, qui déjà débordent, qui sont en pleine capacité, qui font plein de refus et que c'est un lieu sécuritaire qui est offert à des femmes. Alors, si ce n'était pas assez, ben, la ministre de l'Habitation nous a servi encore un autre propos méprisant pour nous dire que les projets sont arrêtés parce que ça coûte trop cher. Puis qu'elle, elle veut des coûts qui ont de l'allure. Alors moi, j'aimerais ça savoir, selon elle, c'est quoi le coût de la vie d'une femme? C'est quoi le coût pour vivre dans la sécurité? C'est quoi le coût de vouloir se sauver parce qu'on a peur de sa vie ou celle de ses enfants? Alors, je ne sais pas si elle sait qu'est-ce que c'est de vivre dans la peur. C'est pas juste méprisant, c'est violent. Qui sème la misère, on dit, récolte la colère. Alors, je ne sais pas si vous êtes en colère, mais chez nous, là, ça gronde. Parlons par exemple de l'attitude du gouvernement présentement envers la population. On prend le dossier de Fonderie Horn. Les gens s'inquiètent pour leur santé, puis se demandent qu'est-ce qui se passe, puis on se fait dire non, non, vous en faites pas, c'est rien. Prenez le dossier de Northvolt, les gens s'inquiètent des impacts environnementaux sur le site, puis on se dit, ben voyons, là, on a une mauvaise attitude. Prenons le scandale des Kings de Los Angeles, là, puis qu'on dit, ben, quelle dépense inutile, puis on se fait dire, voyons, on capote pour seulement quelques millions. Ben, nous, on est dépensières, c'est ça. C'est juste un accident qu'on ne parle pas des femmes dans ce budget. Alors, nous, on dit que les mots ont un poids. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est parce que tout ce mépris me fait vraiment monter au plafond. Alors, je termine là-dessus. Tout le mépris envers les grévistes du secteur public, on s'acharne sur les demandeuses d'asile parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir accès à des garderies, puis on les maintient dans une bataille juridique. Les batailles juridiques envers les communautés autochtones, on les écoute pas pantoute. Les comités de sages sans représentation qui vont aborder les enjeux qui impactent la vie des personnes trans et toute cette méfiance et hostilité entourant toute mention de discrimination systémique, c'est violent. Et ces choix budgétaires sont austères, mais aussi les politiques où le budget atterrit est aussi tout à fait inquiétant parce qu'on voit une montée de ce populisme et du mépris envers les personnes marginalisées et minorisées. Et on ne se laissera pas faire, par exemple. Ça, c'est sûr, on est écœurés d'être méprisés. Alors, on se voit dans la rue. Merci. Bon, pour ceux qui ne sont pas familiers avec TCRI, moi, c'est la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, le secteur communautaire qui intervient auprès des nouveaux arrivants à Montréal, mais aussi à l'extérieur de Montréal. Moi, je dirais la digestion a été plutôt facile pour nous. Pas de douleur gastrique particulière. On a eu pas mal d'argent neuf. Il faut savoir qu'en 2023, il y a eu un gel de tous les budgets au ministère de l'Immigration, malgré une croissance de 30-40% des nouveaux arrivants à cause des demandeurs d'asile et des travailleurs temporaires. Donc, les organismes ont vraiment des pressions incroyables en termes d'usagers et d'augmentation de fréquentation. Donc finalement, oui, donc cette année, il y a eu, bon, le ministère en général a eu un peu plus d'argent, mais ils ont débloqué, je ne sais pas si vous êtes familier, là, un fonds de suppléance, là, je ne sais pas si vous connaissez ça, le tour de passe-passe des fonds de suppléance là, du Conseil du Trésor, c'est-à-dire ils mettent de l'argent dans un fonds au Conseil du Trésor hors crédit. Donc, ça apparaît pas dans les crédits, mais c'est de l'argent que le ministère peut aller chercher en cours d'année, comme nos organismes, ils doivent faire une demande de subvention. Les fonctionnaires, ils capotent là, parce que c'est beaucoup de travail. Et donc, il y a eu un fonds de suppléance de 80 millions par année sur 5 ans. C'est récurrent. Et ça a permis donc de rajouter un 10 millions ou 60 millions du PACI. Ça, c'est le programme principal là, des ententes de services pour les organismes
pour les nouveaux arrivants, donc qui était gelé pendant 2 ans là. Donc il y a un peu d'oxygène. Mais c'est surtout dans la francisation qu'il y a eu des gros investissements. Là aussi, ils ont rajouté un 40 millions du fameux fonds de suppléance euh, pour bonifier la francisation, parce que bon, vous avez vu, hein, ça déborde de partout. Et avec la loi 96, maintenant, le gouvernement a une obligation d'offrir de la francisation. C'est un droit maintenant pour les immigrants d'avoir accès à la francisation, ce qui est bien, mais ils sont obligés d'offrir d'offrir les services. Donc, ils n'avaient pas le choix que de rajouter de l'argent. Euh, donc aussi, l'autre programme qui nous touche directement, c'est le programme de soutien à la mission du MIFI. Il y a eu une bonification, mais ça, c'est dans la continuité du PAGAC, hein, l'argent qui avait été mis dans le PAGAC. Là, nous, on a à peu près une indexation de 6-7% par année là, sur 5 ans, là, grâce à l'argent du PAGAC. Donc, le MIFI rien, pas fait grand-chose, mais ça vient tout seul. Donc, mais globalement, c'est sûr que pour le communautaire, c'est plutôt des bonnes nouvelles cette année. Mais ceci dit, je vais finir là-dessus. Vous savez qu'il y a avec l'accord Canada-Québec entre Ottawa et Québec, qui a été signé en 91, il y a une compensation financière qui vient avec, hein, et qui est indexée chaque année. On en parle beaucoup là ces jours-ci là, avec toute l'histoire du rapatriement des pouvoirs et tout ça. Et cette année, le montant est à peu près de 800 millions. Donc le Québec va recevoir 800 millions de dollars en 2024 pour financer, c'est exclusivement là, c'est pour l'intégration et la francisation des immigrants. Et qu'on sait que le budget du MIFI, c'est à peine 550 millions. On peut se questionner où va le reste de l'argent. Mais ça coûte pas un sou. Tout ce qui est service aux immigrants et la francisation, c'est remboursé à 100% par le fédéral. Donc, c'est ça. Alors, merci pour l'écoute. Bonjour tout le monde. Le ROC-FM étant le regroupement des organismes communautaires Famille de Montréal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement lié au ministère de la Famille, des organismes communautaires Famille financés à ce ministère-là. Mais quand on parle d'organismes communautaires famille ou d'organismes qui travaillent avec les familles, c'est déborde plus largement que ceux qui sont financés là, par le ministère de la Famille. Il y en a beaucoup dans d'autres ministères, entre autres santé et services sociaux. Le budget du ministère de la Famille, cette année, lui, a diminué de 113 millions. Que dire que c'est une priorité gouvernementale, la famille? Ceci étant dit, c'est lié, paraît-il, par un versement, pas paraît-il ce qui est écrit, là, mais par un versement anticipé de 285 millions de la conversion des places subventionnées et non subventionnées dans les milieux de garde. Cette année, 3,9 millions est consacré à 1000 places qu'on va rendre subventionnées. Mais ça, pour moi, en dégage aussi au niveau de qu'est-ce que ça signifie au niveau du financement, de la pérennité du financement lié au service aux familles, donc le service de garde principalement. Le ministère de la Famille est beaucoup associé à ça. Donc, est-ce qu'il y a une pérennisation? Parce que c'est pas parce que là, on transforme des places non subventionnées à subventionnées qu'il manque pas de place, que le matériel, les conditions de travail, le ressources matérielles, les ressources humaines, etc., ça déborde. Cette année encore, le ministère de la Famille se vante encore à quel point il est généreux envers les organismes communautaires familles, c'est-à-dire qu'en 2019, la commission Laurent a signifié à quel point ils étaient sous-financés. Un organisme famille avait seulement 98 000 par année à la mission et il disait ça devrait être minimum 200 000 en 2019. Alors, ils ont rehaussé cette année, maintenant, on est à un peu plus de 170 000 de financement à la mission pour un OCF. Sachez qu'il y a 280 OCF au Québec, dont 57 à Montréal. Là, il y a beaucoup d'organismes communautaires familles et la hausse cette année est en deçà de l'indexation, donc le financement diminue. Et ce n'est pas un cadeau que le ministère de la Famille a fait aux organismes communautaires familles, c'est simplement
que c'est un rattrapage du sous-financement qui est chronique chez les organismes communautaires familles, comme d'autres organismes, bien évidemment. Si on était, selon la commission Laurent, cette année, on serait déjà à 236 000, si on était à 200 000 en 2019. Et on demande, la Fédération québécoise des organismes communautaires familles demanderait à 280 000 en 2027-2028, qui est l'année que le ministère considère où on va atteindre le 200 000. C'est les réélus, etc. Donc, c'est très peu, c'est vraiment pas assez, ça continue lentement. Le ministère de la Famille considère ne pas connaître tant que ça les organismes communautaires familles, ce qui signifie qu'il a fait une étude pour le savoir qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Les familles qui sont touchées, c'est des familles avec de l'isolement, avec beaucoup de détresse psychologique et beaucoup aussi de précarité économique. Donc, les organismes familles ont un soutien en soutien alimentaire, soutien de besoins de base, vestimentaire, matériel, etc. Donc, c'est bien plus que juste pas juste énormément de répit, de liens famille et de travail de famille, mais c'est aussi au niveau de la précarité économique des familles. Le ministère connaît par contre la pédiatrie sociale. Juste cette année, il verse 900 000 à un centre de pédiatrie sociale qui est au cœur de l'enfance par rapport aux besoins, aux enfants aux besoins particuliers en service de garde. Parlant de besoins des enfants aux besoins particuliers, les organismes communautaires familles ont souvent, la grande majorité ont une halte garderie communautaire et c'est des milieux de garde qui sont très inclusifs, gratuits ou à très peu de frais. Et là, il faut se dire, on parle de l'accueil des enfants de familles de demandeuses d'asile ou à statut migratoire précaire qui n'ont pas accès à des places subventionnées, tout ça. La plupart n'ont pas les moyens de payer le privé là, à 50 $ par jour. Ils vont se reverser vers d'autres types de services, dont les haltes garderies communautaires qui sont dans les organismes communautaires familles. Donc, ce sont des milieux de garde à moins de frais, moins payés, très précaires. On est encore dans le care dont parlait Diana. Là. Donc, les familles, c'est du care, c'est de prendre soin, c'est une vocation. Alors, les organismes communautaires familles reçoivent des enfants avec multiples défis, qu'on parle de langue maternelle, de trauma, d'handicap, etc. Les accueils sans poser de questions, mais c'est la situation dans laquelle se trouvent les familles, à défaut d'avoir réellement des services publics qui sont liés aux familles. Les familles aussi, juste mentionner, en 2015, 137 000 familles étaient rejointes par les organismes communautaires familles au Québec et maintenant, c'est 229 000 familles. Donc, on peut se questionner aussi sur les conditions de vie dans lesquelles se trouvent les familles et les besoins. La mission des organismes communautaires familles, la mission de tout ce qui touche les services des familles, une forme de prévention avant que, en bon québécois, ça pète aux frettes, qu'on aille dans de la détresse, de la violence, de l'itinérance, dans tout ce qui est là. Donc, pour terminer, je vous invite à... puis il y a encore du travail par rapport aux familles. Je pense qu'on le voit encore comme quelque chose que les femmes font. D'ailleurs, les organismes familles, c'est 92% des travailleuses qui sont des femmes. Donc, il y a encore un gros travail par rapport à ça, et de reconnaissance et de financement qui soit décent, famille, centres de services sociaux, mais au-delà de juste par projet ou par entente de services. On a besoin de services pour les familles qui débordent et qu'on ne coupe pas dans le budget du ministère de la Famille, encore une fois, comme cette année. C'est indécent. Merci. Bonjour. Donc, Action communautaire autonome, on va commencer par la grosse bouchée, qui est le PESOC. Je dis grosse bouchée parce que c'est 3 000 groupes au Québec sur les 4 000 d'Action communautaire autonome qui sont financés au PESOC, en santé et services sociaux. Donc, cette année, confirmé par l'attaché politique du ministre Carman, on annonce un rehaussement au PESOC de 10 millions. 10 millions, c'est gros. Juste vous rappeler que dans les années passées, on était plus dans l'ordre de 40 millions à peu près. 10 millions, c'est beaucoup de chiffres, là, mais 10 millions pour 3 000 groupes, c'est à peu près, ça peut faire l'équivalent de 3 000 $ par groupe. C'est pas ça qui va se passer. C'est pas de même, ça marche. Si vous n'avez pas eu d'augmentation dans les dernières années, attendez-vous pas à en avoir cette année non plus. On peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être la moitié des groupes qui aient 5 000 $ d'augmentation. C'est dans ces eaux-là. Vous allez avoir évidemment des nouvelles à l'automne, souvent si vous êtes rehaussé ou pas, vers le mois de septembre.
Vous pouvez commencer à vous choquer maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le mois de septembre, on le sait déjà. Fait que 10 000 de rehaussement au PSOC. L'indexation, on ne sait pas encore, ce n'est pas encore confirmé. On peut s'attendre à un peu moins que l'année dernière, hein, avec 11 milliards de déficit. Il ne faut pas s'attendre à atteindre l'inflation de l'année passée. Vous allez entendre beaucoup de chiffres circuler pour les augmentations au PSOC, là, venant de regroupements nationaux et tout, 29 millions, 39 millions. On ne sait pas trop, ça circule. Les ministres aussi s'amusent à faire circuler plein de chiffres, même en commission parlementaire. Tout le monde est tout mêlé. Même les ministres entre eux sont mêlés. C'est toujours un peu drôle. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il faut s'attendre à ce que dans l'année prochaine, au courant de l'année prochaine, il y ait de l'argent qui descende pour les groupes communautaires par secteur ciblé ou par activité. Puis là, qu'on soit dans une logique encore de sous-traitance, comme on a vu dans les dernières années, de plus en plus. Donc, on finance les groupes des activités super précises de groupes communautaires pour répondre aux besoins identifiés par le réseau de la santé auquel le réseau de la santé n'est pas capable de répondre. Donc, encore une fois, faites attention à votre autonomie, faites des choix éclairés. Message d'intérêt général. Donc, ça, c'est pour santé, services sociaux. Pour nos groupes au Saquet, si vous avez envie d'être indigné, collectivement et solidairement, c'est maintenant les groupes au Saquet, défense des droits. Il n'y a absolument rien dans le budget. C'est une catastrophe. Pas d'indexation, pas d'augmentation. C'est, en tout cas, si on avait des priorités à revoir dans Engagez-vous, je dis ça de même, c'est hallucinant. Pas d'indexation au Saquet. Je ne sais pas ce qui se passe au pacté en éducation non plus. Je les ai pas entendu parler, j'ai pas entendu parler d'indexation de ce côté-là non plus, ni d'augmentation. Peut-être au niveau, on parle dans le budget pour les groupes en éducation, pour ceux qui sont des partenaires du réseau de l'éducation, probablement, de l'argent aussi par projet pour répondre aux besoins identifiés par le réseau de l'éducation. Donc, encore là, pas de financement à la mission, même pour les groupes en éducation et seulement pour ceux qui répondent aux besoins du réseau de l'éducation et non pas pour les groupes en alphabétisation populaire ou en formation qui sont financés au ministère de l'Éducation. Fait que c'est à peu près ça qu'on a au niveau de l'action communautaire autonome pour les financements qui passent par le gouvernement du Québec. Donc, pas des super nouvelles. Du côté du plan de lutte à la pauvreté, hein, on sait qu'il y a de l'argent qui est destiné au financement des groupes communautaires dans le plan de lutte à la pauvreté, qui va être annoncé ce printemps, début de l'été officiellement. Ce budget-ci devait nous confirmer les montants à être reconduits pour cette année. C'est de l'argent qui passe par les municipalités, par les MRC d'habitude, dans notre cas par la Ville de Montréal et par les arrondissements. On s'attendait à ce que les lettres de confirmation, la lettre de confirmation de la ministre Rouleau soit sur le bureau de la mairesse Valérie Plante le lendemain matin du budget pour confirmer la reconduction des montants et donc des projets des groupes le lendemain du budget. On est le 21 mars. Ces lettres ne sont pas arrivées. Les projets, les financements finissent dans 10 jours, le 31 mars, et donc pas de confirmation de reconduction des montants. On est dans le néant. Et c'est la fin. Fait qu'on continue les pressions mais ce qui s'enligne, c'est la reconduction des montants pour l'année prochaine. Mais le budget nous confirme pas ça parce que les montants sont tout mêlés. Et si les montants ne sont pas confirmés encore, c'est probablement parce que le bureau de la ministre Rouleau n'arrive pas elle-même à comprendre les chiffres du budget. Le ministre Girard dit reconnaître qu'en effet, il y a le vieillissement de la population, puis c'est un contexte très particulier. Il faut savoir qu'en 2030, là, donc c'est demain 2030, là, dans 5 ans, les personnes aînées, donc 65 ans et plus, vont représenter 25% de la population, donc une personne sur 4. Malheureusement, même si on reconnaît cette donnée démographique, il n'y a pas de vision à long terme là, pour les personnes aînées puis pour le vieillissement de la population en général. On continue de retarder le soutien qui est plus que nécessaire en soins à domicile. Puis donc, c'est une espèce de laisser-aller vers le marché privé. Au niveau des investissements de l'État,
la CAQ garde le cap sur l'ouverture de 22 maisons des aînés et maisons alternatives. Donc, maisons des aînés, c'est vraiment pour les aînés en perte d'autonomie. Maisons alternatives, c'est pour les adultes qui vivent une situation de handicap, là, de déficience physique, déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme. Donc, on parle de 22 maisons. C'est très peu. On rappelle, là, en août dernier, il y avait 17 maisons des aînés qui étaient construites et ça fait 1344 places. Donc, c'est vraiment énorme. Mais sur ces places qui ont été construites, il y en avait seulement 240 d'occupés. Et oui, savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des graves pénuries de main-d'œuvre. Donc, c'est un peu la même chose qui se passe. En fait, il y a pénurie de main-d'œuvre, mais il y a aussi tous les retards et les explosions de coûts de la construction. Et il y a une augmentation des coûts en général, donc des prix des aliments, des fournitures, de tout ça, ce qui fait que là, vous l'entendez beaucoup dans les médias ces temps-ci, il y a plein de résidences privées pour aînés qui menacent de fermer leurs portes ou qui ferment. Donc, évidemment, on a un petit saupoudrage là, d'argent pour essayer de retarder cette fermeture-là, mais il n'y a rien pour les ressources intermédiaires. Et surtout, effectivement, il n'y a rien pour les aînés qui se retrouvent sans logement, donc pas d'aide à la relocalisation ou en amont, pas d'aide pour la défense de leurs droits. La mesure phare dans ce budget-là, c'est celle dont Julie a parlé rapidement, mais en fait, on, on va éliminer une discrimination, donc la réduction de la rente de retraite pour les aînés en situation d'invalidité à partir de 65 ans. Quand même, ça va s'adresser à plusieurs personnes, là, 77 000 personnes. Mais on annonce en même temps que on va consentir à ça, mais on va geler les rentes jusqu'à 2029. Donc, pas d'indexation en fonction de l'IPC, tout ça. Fait que dans le fond, on laisse les personnes aînées à faible revenu qui souvent vivent seules, donc qui sont seules face à l'augmentation du coût de la vie en général, des loyers, médicaments, nourriture, crise du logement, l'augmentation aussi des loyers en résidence privée pour aînés. Le manque de services en soins à domicile, tout ça. Donc, évidemment, cette mesure phare-là ne va pas améliorer, va pas faire une très, très grande différence là, sur la qualité de vie des personnes. En général, on pense les aînés comme des catégories de la population qui coûtent très cher, puis qui ramassent un peu le magot du réseau de la santé. Mais en fait, en soins à domicile, il y a un très, très grand retard. On annonce une augmentation cette année de 116 millions pour cette année. Mais il faut savoir que c'est 2 milliards qui est investi en services à domicile. Puis selon l'Association des soins à domicile du Québec, là, de façon très récente, là, le 12 mars dernier, il y avait 20 000 personnes qui étaient en attente de soins à domicile au Québec. Donc, évidemment, ce chiffre-là va augmenter. Donc, c'est ça. Donc, finalement, vous voyez le manque de vision qu'il y a. Puis, on voit que les financements sont vraiment attribués en mode panique où c'est investi au privé là, juste pour soutenir ce qui est en place. Donc, évidemment, insuffisant. Julie nous a parlé un peu du transport adapté. Donc ça, je n'ai pas besoin de vous en parler, mais pour dire que c'est très, très variable d'une région à l'autre, le transport adapté. Donc peut-être que j'ai parlé avec Anne Pelletier de Défi Montréal, du regroupement des organismes en déficience physique de l'île de Montréal. Puis elle, ce qu'elle me disait, c'est qu'à Montréal, c'est assez enviable comme situation dans le sens que c'est gratuit parce que la ville de Montréal offre le transport collectif gratuit pour les personnes de 65 ans et plus. Donc, pour cette catégorie-là, ils ont le droit à un accompagnateur, mais dans beaucoup de régions, il y a vraiment énormément d'enjeux pour trouver des chauffeurs, pour trouver des véhicules adaptés, pour la formation aussi de ces personnes-là. Fait que c'est ça. C'est un petit investissement peut-être pour maintenir les choses, mais on ne sait pas où ça va aller finalement. Quand je parle des aînés aussi, il y a un aspect important qui est peut-être un petit peu caché là, dans le budget, mais depuis plusieurs années, le Québec attendait un transfert en santé de 900 millions. Il a été confirmé récemment. Ottawa va donner à Québec le 900 millions sans condition, mais ça ramène toutes les conversations qu'il y a en ce moment sur le transfert au Québec de l'argent
qui est prévu dans le régime canadien des soins dentaires. Et ça, c'est un régime que les personnes aînées se sont réjouies en fait de ce régime-là parce que la santé bucco-dentaire, c'est très, très important, tu sais, notamment pour la dénutrition des aînés. Donc, on espère que si le Québec obtient justement sa part sans condition, ben, il y aura quand même des investissements là, à cette matière-là pour la santé dentaire des personnes aînées. Ça me permet de parler de nutrition et donc de sécurité alimentaire. On en a parlé un peu, mais la situation est vraiment critique pour les groupes en sécurité alimentaire en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans les médias ces derniers temps. On savait que ça allait pas bien, mais il y a des quartiers, particulièrement Parc Extension, que je connais bien à Montréal, un des quartiers les plus pauvres au Canada, qui a fait les manchettes. Tu sais, il y a un organisme qui a sorti pour dire que 50% des travailleurs, travailleuses qui travaillaient dans les groupes en sécurité alimentaire allaient eux-mêmes dans les banques alimentaires. Il y a eu de la police qui est débarquée dans un groupe lors d'une distribution alimentaire. Donc, les gens se battent littéralement pour la nourriture. Il y a une cafétéria communautaire qui ferme parce que la commission scolaire les a évincés, donc par manque de locaux. Il y a eu énormément de mobilisation des groupes en sécurité alimentaire, des tables en sécurité alimentaire, des regroupements auprès des différents ministres. Et ce qu'on a dans ce budget-là, c'est des investissements pour les banques alimentaires du Québec encore, donc en termes de denrées alimentaires. Mais ça, c'est une seule partie de tout l'aspect de distribution alimentaire. Puis là, on parle vraiment de dépannage alimentaire d'urgence pour les personnes. Donc, on est très loin de la sécurité alimentaire et encore plus du droit à l'alimentation. Il y a aussi 3 autres organismes qui vont avoir de l'argent. Donc, le Club des petits déjeuners, la Cantine pour tous, la Tablée des chefs. C'est un peu toujours les mêmes. Les 2 premiers vont intervenir dans des écoles, dans les milieux défavorisés. L'enjeu ici, c'est qu'il y a des milieux qui ne sont pas identifiés comme défavorisés, mais il y a quand même des enfants qui viennent de familles défavorisées dans ces écoles-là. Donc, évidemment, il y avait la revendication de l'IRIS là, de mettre en place une mesure alimentaire dans toutes les écoles du Québec pour s'assurer justement du droit à l'alimentation des jeunes. Donc, on est très, très loin de ça. Il reste peut-être quelques secondes. Je voulais vous parler des Premières Nations et Premiers Peuples. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je regarde tout le temps les investissements qu'il y a. Peut-être un fait saillant, c'est qu'il y a eu une entente cadre avec la Première Nation des Inuits Pessamit. On sait qu'il y a vraiment une grande variété des situations de transfert d'argent là, du gouvernement du Québec à des nations pour des différentes ententes cadres en fonction de souvent de développement économique, là, donc pour des barrages électriques, pour des mines, des choses comme ça. Et puis, c'est sûr que les Inuits étaient comme une des nations les plus défavorisées, donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est des très petits montants. Là. On parle en 7 ans jusqu'à la fin de la décennie de 40 millions, donc c'est très peu. Sinon, c'est un peu d'argent pour la gestion de la forêt, de la faune, mais quand même 20 millions pour la police autochtone pour assurer la sécurité dans la communauté. Puis je voulais vous parler tantôt, Catherine a parlé d'investissement en termes de sécurisation culturelle là, pour en plus, c'est ponctuel pour des services pour les personnes autochtones en situation d'itinérance à Montréal, donc à Résilience Montréal. C'est très, très peu. Quand on parle de sécurisation culturelle, c'est comme une goutte, alors qu'on est très loin de reconnaître le principe de Joyce et donc tu sais, de reconnaître qu'il y a une discrimination systémique là, à l'égard des Premières Nations dans le réseau de la santé et des services sociaux en général.